Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. En direct de notre bunker de confinement, bienvenue à l'épisode 64 de = RG2. Dessinée de Gogno et de Matraque Molle. Bienvenue à votre rendez-vous pandémique hebdomadaire de bande dessinée. Mon nom est François Anger, accompagné ce soir de Tania Beaumont. Bonsoir. De Guillaume Plante. Bonsoir tout le monde. Et d'Olivier Morissette. Bonsoir. Alors, on est avec vous donc pour parler de bande dessinée. Bon, pendant le confinement, il n'y a pas d'autre chose à faire que lire des bandes dessinées. C'est tout ce qu'on fait, nous, ici, à RG2. Et n'oubliez pas, après chaque BD que vous lisez, lavez-vous les mains, parce que qui dit « lavez-vous les mains » dit Tintin. C'est notre recommandation qu'on fait. Ça vient même de la santé publique. Trempez vos livres dans l'eau de Javel aussi quand vous avez fini. C'est important. Ce soir, donc, à RG2, pour notre 5e épisode de confinement, on parle de Saga de Brian K. Vaughan et Fiona Staples, paru chez Image Comics. On avait déjà parlé de Saga pendant la saison 3, si je ne m'abuse, pendant le combat des genres science-fiction. Mais là, on se permet quand même de parler à nouveau de Saga parce que c'est une excellente BD qui a beaucoup de personnages et que l'épisode de science-fiction pendant lequel on avait parlé de Saga à l'origine, ça a été une catastrophe et vous pouvez le réécouter en balado. Alors, j'essayais de faire la mise en onde pendant que je parlais de Saga. C'était à l'époque du combat des genres. J'avais choisi Saga. Et c'est probablement très, très peu cohérent ce que j'ai dit. Donc, je pense qu'à 4, on devrait être capable de bien cerner la bande dessinée. Ah oui, on remet ça. Et comment ça fonctionne RG2 depuis l'été dernier, en fait, c'est qu'on est à la recherche du Tintin perdu. Parce que vous savez tous que Hergé est mort en 83, laissant derrière lui quand même une œuvre considérable. Mais malheureusement, il n'y a plus de Tintin, plus de nouveaux albums de Tintin. Depuis le confinement, c'est plus possible de trouver d'albums de Tintin, même avant, même avec notre abonnement premium à la bibliothèque. On trouve plus Tintin nulle part, il n'y a plus de nouvelles aventures. Nous, ça nous désole beaucoup. Donc, on essaie de trouver Tintin ailleurs, dans plein d'autres bandes dessinées. On va, pour ce faire, prendre tous les personnages de l'univers de Tintin dans la deuxième partie de l'émission et on va les associer à un personnage de Saga. Et donc, à la fin, on va être capable comme ça de déterminer est-ce que Saga est une bonne alternative à Tintin? Est-ce qu'on peut remplacer Saga par Tintin ou l'inverse? Alors, comme on est en confinement et qu'on ne peut pas aller à la bibliothèque, ce qu'on fait pendant notre confinement, c'est qu'on essaie de parler de bandes dessinées qui sont disponibles gratuitement, que ce soit dans les bibliothèques, dans les prêts numériques ou dans des sites d'abonnement. Heureusement pour nous, Saga, ce soir, est disponible de plusieurs façons. On le retrouve sur Isneo, qui est une plateforme de bande dessinée en ligne qui comporte un mois gratuit, un mois d'essai gratuit. Donc, pour nous, c'est très pratique. Et c'est également disponible dans sa version anglaise sur Hoopla, qui est pour le Québec disponible avec un abonnement à la BANQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Donc, c'est disponible gratuitement si vous avez un abonnement avec BANQ, qui est évidemment gratuit pour tous les citoyens du Québec. Et on a lu bilingue ce soir. Je pense que c'est une des premières fois. Non, c'est déjà arrivé, là, mais on a lu bilingue pour Saga. Alors, on est Tania en français, nous, les trois, trois gars en anglais. Mais c'est correct. On va se comprendre pareil. On va se traduire. On fera des petites traductions au fur et à mesure. C'est pour élargir notre public, on aimerait ça que notre podcast perce aux États-Unis. Le marché anglophone, oui, c'est là qu'il y a le gros argent. Hein. On commence tranquillement. Parce qu'on le dit à chaque semaine, un abonnement premium de bibliothèque, ça coûte cher. C'est beau les commanditaires, là, mais... Puis moi, je vais prendre l'abonnement familial comme un gros cave. Oh oui. Là. Et t'as-tu pris le familial premium 4 ou juste le familial 4? Platinum, là. Ah oui, le Platinum. Ouais. Le Platinum ou le Platinum Premium? C'est pas la même affaire. Premium de luxe, François. Ben voyons. Ma carte pèse 3 livres. Wow! C'est-tu les mêmes livres?
sont en braille. OK? J'ai vraiment eu un deal de boîte. Wow. Faites pas ce que j'ai fait, là. Ah, mais au moins, ça, c'est l'abonnement où est-ce qu'il t'ouvre la porte quand tu rentres à la bibliothèque? Ben, au début, oui, mais après ça, non, ils te la ferment d'en face. Oh. C'est... Je suis pas heureux dans cette situation-là. Ben, enfin, Ben, tant mieux, on ne va plus à la bibliothèque pareil. ben là, oui, de toute présentement. façon, Parce qu'on est pris dans Pas notre très grave. bunker. C'est ça. ben oui, on est dans notre bunker qui est évidemment absolument pas, et on le répète encore une fois, nous ne sommes absolument pas sous les décombres de l'Université du Québec à Beauceville, où étaient les bureaux, Fait que vous pouvez arrêter de cogner d'un tuyau, s'il vous plaît. s'il vous plaît, où étaient les bureaux de la chaire de recherche en études de tintinoludique. On n'est pas là du tout. Il y en a qui essaient de dormir pas dans ces locaux-là. Non, absolument pas. Et là, qu'est-ce que ça dit côté nourriture, là? La semaine dernière, on n'avait plus de calzones, là. Puis là, je sais pas, il y a quelqu'un qui les a toutes mangées cette semaine, je sais pas qui. Non, mais il reste délicieux. des pizzas pochettes. C'est un peu comme une calzone, là, mais Non, c'est pas congelée. pareil. C'est pas la même chose. Hey, il y a du stuff dans une pâte. Mais c'est Ce pas la n'est même pas un chose. calzone. C'est Mais pas la un même egg chose. roll, là, c'est du stuff dans une pâte aussi. Moi, je Mais dis t'as- egg roll, non. calzone, mais oui. Tania, Oui. je veux pas te mansplainer, mais, mais une pizza pochette, ça peut pas être une calzone parce qu'une calzone, c'est comme une pizza pliée en deux. Alors que une pizza pochette, ça serait plus comme un bang crème Boston de pizza. Pepperoni. Genre Ouais. crème Boston pepperoni. Tu sais, c'est juste comme une pâte dans laquelle il y a des choses. Tu sais. En tout cas, Et tout ça, une calzone, c'est comme une pizza pliée en deux. tout ça pour Ouais. dire que ça va mal. Ça va mal quand Oui, tu ça va traites très juste mal. des pizzas pochettes, peu importe, là. T'as quand même réussi à la calzone splainer puis la bang splainer d'un seul coup. Hey, calzone Spectaculaire. splainé, ça va, mais on me bang splaine pas. Je m'excuse, Tania. Donut bang splain, Tania. Je l'avais dit qu'on était bilingue. USA, here we come. Puis en tout cas, j'ai trouvé une Jersey Milk aussi dans le divan. Fait qu'on va être correct. Ouais, puis moi, je me suis fait de la farine de Spirou avec un vieil album pour me faire du pain. OK, Ben, puis faites pas ça, là. Je suis tellement en down présentement. Je pense ça que doit ça pas nourrit être bon, hein? Non, le mélange de papier puis d'encre, là, je pense que, ouais. Mais c'était lequel, Spirou? Ben, ouais, c'était un bon pourtant. Ah, J'ai sacrifié ma frousse aux trousses. mais coudonc. Ça va pas bien. Ouais, Parce pas qu'on plus aurait pu nourrissant. croire peut-être là. un pas bon Spirou, peut-être que... Genre du glucose pour Noémie, t'aurais un petit peu plus de sucre. Ouais, ça aurait goûté amer, à mon avis. Ouais. Mais tu sais, écoute les gars, on fait ce qu'on peut. Hein. On prend ce qu'on a. En tout cas, si jamais vous allez porter de la nourriture près de l'Université du Québec à Beauceville, je dis pas qu'on est là, mais faites le don. Hein. Pensez On sait calzone. jamais. Oui. Mhm. C'est ça. Évidemment, tous nos épisodes des 4 dernières saisons sont disponibles en balado si vous voulez nous réécouter. Donc, c'est sur Apple et Google. On est également sur Facebook au RGCKRL ou tout simplement E égale RG2. On est également sur Twitter maintenant avec notre nouveau compte Twitter ERG2 et vous pouvez également nous rejoindre avec le hashtag MatraqueMolle sur Twitter et Instagram. Envoyez-nous vos plus belles photos de MatraqueMolle. Il y a plein de choses évidemment sur le Facebook. Allez voir ça sur le Twitter également. On met plein de contenu exclusif et additionnel. Et vous pouvez trouver là-dessus toutes les parodies de couverture d'albums de Tintin qu'on a faites, plein de drôleries. Oui. Et je parlais tantôt justement on parlait tantôt de l'abonnement Platinum Premium à Guillaume. Ça coûte très cher faire ce qu'on fait en ce moment. Et on a une publicité, on a nos commanditaires, nos précieux commanditaires. Et c'est Alex Drouin, notre collaborateur, qui nous présente le commanditaire de ce soir. Alex? Oui, François, je me trouve ici en direct dans le stationnement du salon d'esthétique La Corne d'Abondance. Depuis plus de 40 ans, le meilleur endroit pour un nouveau look qui rendra jaloux toute la galaxie. Vous voulez vous faire poser une corne, des ailes ou des sabots? Vous avez vu un documentaire sur les rhinocéros et vous vous êtes dit « Tiens, voilà un choix de vie que je ne regretterai jamais ». Nous avons l'intervention qui vous convient. Un deuxième menton, des genoux dans le front, une vraie taille de frelon. Appelez-nous, on est ben dadon. Notre personnel est des plus sympathiques, même s'ils ont littéralement un front de bœuf.
Jusqu'au 31 mai, sauvez les 2 taxes sur une ablation du torse pour vous mettre la tête direct sur les jambes en utilisant le code promo face de pète en un mot au singulier. Après tout, pourquoi ça vous coûterait un bras de vous faire enlever les 2? Au salon d'esthétique La Corne d'Abondance, on change votre anatomie en artisanatomie. OK, merci beaucoup, Alex. Hey, ça fait plaisir! C'est moi ou ben Alex, il est dans la jungle? Il est dans la jungle, hein? Ben, je sais pas trop. Il Je me suis était posé où? la question aussi. Je me demandais s'il n'était pas au parc Safari. Là. Peut-être. Mais c'est fermé, le parc Safari. Ouais. Mais étais-tu vraiment chez notre commanditaire? Moi, c'est ça que je me demande. Ouais, Il y avait là, j'ai un vraiment doute. une acoustique amazonienne. C'est bizarre. Je vais aller voir sur Google Maps, c'est où. C'est peut-être à côté d'une jungle. Il a livré le produit, c'est ça qui compte. Ben oui, c'est ça qui est important. Et maintenant, on peut continuer à faire cette émission pendant une semaine. Alors voilà, on passe à notre sujet principal ce soir. Guillaume, notre résumeur en chef, parle-nous de Saga. Laissez-moi vous parler de Saga. Saga, c'est 54 numéros chez Image Comics. La version française se trouve chez Urban Comics. La première parution a été le 14 mars 2012 et ça a tout changé. C'était un tsunami dans le comic américain. La série est regroupée en 9 volumes de 6 chapitres disponibles en livre à couverture souple, en trade paperback. OK. Fait que un numéro de Saga, c'est un chapitre. Fait qu'il y a les volumes. Un volume, c'est 6 chapitres. Et les 3 premiers volumes, trois volumes, c'est un livre. Fait qu'il y a puis il y a le compendium que c'est 3 livres. Fait que le compendium, c'est 3 livres. 3 livres, c'est 3 chapitres. En tout cas, il y a 54 livres. C'est combien de sabords, ça? Non, il n'y a pas de sabord dans Saga. C'est Saga, pas sabord. Ah. Gabord. C'est 2 syllabes complètement Comme Jaja différentes. Gabor? Oui, exactement. Ah, OK. Et le chapitre 54 clôt le 9e volume et le 3e livre et le premier compendium. Et il a été paru le 25 juillet 2018, après quoi les auteurs ont mis la série sur la glace pour se consacrer sur d'autres projets. Et c'est vraiment la moitié de la série parce qu'ils ont annoncé quand même assez récemment que ça allait il allait avoir 108 chapitres dans cette saga qui s'appelle Saga. Le scénario est de Brian K. Vaughan, qui a d'ailleurs défini l'univers de Saga sur les bancs d'école, rien de moins. En guise de comparaison, la seule chose que j'ai développée à l'école, c'est une sévère anxiété sociale. Et il a peaufiné à la naissance de son 2e enfant pour intégrer une petite twist familiale qui est très caractéristique de la série. Brian K. Vaughan, c'est quand même un big shot dans l'univers des comic books américains. Il a travaillé chez DC Comics où il a travaillé avec Batman, Superman, Green Lantern, des gros bonhommes de la série. Et dans l'édition un petit peu plus adulte de DC Comics chez Vertigo, il a travaillé sur Swamp Thing et Why the Last Man, ce qui est pas mal la série qui l'a mis sous les projecteurs. Une belle petite série post-apocalyptique où tous les hommes de type masculin de la Terre sont morts, sauf un. Il a également travaillé chez Marvel. Il a fait plusieurs séries dans l'univers des X-Men. Il a travaillé sur la série Runaways. Il a touché à Spider-Man et Doctor Strange. Et chez Image Comics, il a fait bien sûr Saga, mais également We Stand on Guard, qui tourne autour apparemment d'une invasion américaine au Canada avec des robots géants. Et plus récemment, la série Paper Girls. Et ça a été illustré par Fiona Staples, connue au Québec sous le nom de Fiona Bureau en gros, qui a fait beaucoup de couvertures de comic book. Elle a travaillé sur Jonah X, The Authority, et c'est Saga qui l'a vraiment lancé. Ça a vraiment mis un beau spotlight sur elle. Et ça l'a permis d'illustrer la nouvelle mouture de Archie, scénarisée par Mark Waid en 2015 avec son propre style. Et Saga, si on veut parler de prix et nominations, ils ont genre toutes gagné. Ils ont gagné une trolley de prix Eisner, des prix Harvey, des prix Hugo. En 2015, Saga a gagné pour la première fois le prix Eisner pour la 3e fois le Eisner de la meilleure série pour égaler le record de Sandman de Neil Gaiman, que c'est aussi une très grosse pointure dans les comic books. Et finalement, la surpasser 2 ans plus tard, en 2017, avec un 4e prix de meilleure série. Critiquement, c'est quand même reconnu, cette série-là. Limite s'ils n'ont pas gagné un Grammy juste pour le fun. Ouais, c'est ça. Il y a un beau EGOT. Un EGOT, ouais.
Mais Saga, c'est quoi? Fait que l'histoire de Saga, ça se déroule dans une galaxie fort lointaine, je sais pas s'il y a fort longtemps comme Star Wars, et ça se déroule en l'occurrence dans une galaxie où la plus grande planète, la planète Landfall, une méga métropole high-tech avec des gens ailés, parce que ça prend du monde bizarre, est en guerre contre les habitants magiciens et cornus de Reet, sa seule et unique lune. Le conflit dure depuis tellement longtemps que toute la galaxie s'est trempée les mains dedans, au point même où la guerre règne sur toutes les planètes, sauf la planète puis la lune où la chicane a commencé. C'est donc très loin de là, sur la planète Cleve, où Alana, une combattante de Landfall, tombe en amour avec le soldat Marco de Reet, une union interdite mais très, très, très féconde qui résulte en un beau bébé cornu et ailé. Fait que les deux factions opposées veulent clairement pas qu'on sache que les deux peuples peuvent être compatibles socialement et génétiquement, donc ils leur envoient chacun de leur bord des mercenaires puis des robots monarchiques pour balayer ce léger incident diplomatique en dessous du tapis à grands coups de rayons laser dans les fontanelles du bébé. Fait que Marco, Alana et leur petite Hazel se retrouvent donc dans une quête grandiose, pas pour faire chuter un empire tyrannique, pas pour sauver l'univers, même pas pour garrocher une bague dans un volcan, mais simplement pour avoir une vie familiale potable dans un univers qui est tout sauf intéressé de les savoir ensemble. Fait que les amis, c'est là où on est rendu. On est rendu quand même au début de l'histoire. En plus, mon Dieu, t'as effleuré le sujet quasiment. Tellement il y a de stock dans cette BD-là. Si j'en dis le moindrement plus, c'est un gros divulgachage, puis je dirais que le monde puisse déguster cette série-là avec le moins d'attente possible. Ce que j'ai fait, puis c'est sérieusement peut-être une des meilleures BD que j'ai lues de toute ma vie, là. Je pense que si on parle plus loin que la page 15, je pense qu'on divulgage trop d'affaires. Ouais, il va falloir se concentrer sur les 15 premières pages. Alors, c'est ce qui conclut l'épisode. Il faudrait peut-être avertir là, qu'on va faire tout ce qui est en notre possible pour ne pas divulgacher de gros morceaux, mais idéalement, là, allez lire au moins jusqu'au tome 4 avant d'écouter le reste de l'épisode parce que on va échapper des affaires, c'est sûr, un moment donné, là. Et juste pour mettre les gens en contexte, là, on pourrait dire à peu près où on est rendu, nous, dans la série. Moi, j'ai le compendium dont Guillaume parlait, qu'on appelle entre nous le gros objet. Le très gros objet. Le très, très gros objet, qui est en fait la série complète jusqu'à maintenant. Je l'ai lu à l'époque jusqu'au tome 7 et pour les besoins de l'émission, je l'ai relu jusqu'au tome 4 pour ma part. Moi aussi, j'ai lu jusqu'au tome 4, mais en français. Donc, juste pour traduire, le nom de la petite fille, c'est Hazel. Juste tout le monde qu'on se replace là, pour être sûr qu'on a les mêmes référents. Ouais, moi j'ai lu aussi jadis de 1 à 8, les volumes 1 à 8. Puis là, pour le bien effectivement de l'émission, j'ai relu jusqu'à 3,5, je dirais. Moi, j'avais commandé le très gros objet sur leslibraires.ca, mais il n'est pas encore rentré pour cause de livres abîmés. Fait que j'ai pris le très gros objet de façon électronique sur Comixpedia. Ça me dérange pas de l'avoir en double. Et bien sûr, mon téléphone a triplé de volume, tellement c'est un gros livre. Mais j'ai vraiment me suis clenché la série au complet, les 54 chapitres en une fin de semaine. Et ça vaut la peine, je le referai n'importe quand. C'est un rendez-vous. On va y aller donc justement tour de table de tout le monde. À commencer, comme l'a vu la tradition, par Olivier. Oui. Alors, Saga, moi, je commence toujours par vous parler de l'emballage, de l'enrobage, du dessin. Fait qu'on l'a dit, Fiona Staple qui nous offre toute l'illustration de Saga. Elle fait tous les volumes. Là. Des fois, dans le comic américain, il y a des changements de dessinateurs. Dans ce cas-là, c'est pas le cas. Fait qu'on peut s'attacher au style. C'est un style qui est numérique, là, encore une fois, puis vraiment très vif, où est-ce que les couleurs sont très saturées. C'est attrayant aussi. C'est un univers, là, comme on l'a dit, qui
qui est à la limite entre la science-fiction, puis il y a un peu de magie dans tout ça aussi. Les habitants de la Lune, Wraith, sont, comme on l'a dit, des genres de magiciens cornus, là. Donc, ça laisse place à vraiment beaucoup de créativité. Les personnages là-dedans sont de tous les horizons, là, autant des animaux que des créatures, là. C'est vraiment, ça, c'est époustouflant de ce côté-là. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à redire. Puis si les premiers tomes là, sont plus hésitants là, au fil que la série avance, là, vraiment, c'est de mieux en mieux. Hein. Les personnages sont aussi très développés. On y croit beaucoup, là, à mon avis, là, très, très crédibles dans leur histoire. On sent que tout le monde est quand même bien campé. Puis ben, le style de la BD aide beaucoup à ça. Les personnages sont quand même relativement crédibles. Là. Même certains sont soit très attrayants ou très dégoûtants. Là. Je pense que ça marche beaucoup là, pour l'attachement au personnage, là, d'avoir cette faculté-là de Fiona de nous créer des univers aussi riches. Ben, on l'a dit, là, c'est une histoire qui est ponctuée de rebondissements. Fait qu'on ne s'attendra pas beaucoup sur le sujet de l'histoire, mais vraiment, c'est ce qu'on appelle en japonais un page turner. Vraiment, comme Guillaume l'a dit, là, ça se lit tellement facilement parce qu'on a vraiment le goût de lire ça là, sans arrêt parce que c'est tout le temps en train de nous surprendre. Même des fois, je me questionnais si peut-être est-ce qu'on va trop sur le punch, là, mais finalement, non. Là, c'est juste bon. J'ai pas rien à redire là-dessus. Et quand on lit en numérique, ça devient un page slider, parce qu'on... Oui, c'est ça. Oui, hein, oui. Ton écran de téléphone, Guillaume, doit être mince. Où est-ce que tu le Oh, il est plus mince hein? pantoute. Il pèse plus. Il est plus lourd qu'à ma carte de bibliothèque à ce temps. Wow! Puis, on l'a dit, les deux peuples, hein, il y a un peuple, les peuples principaux dans cet univers-là, qui sont ailés, hein, ils ont des ailes. Puis l'autre peuple, là, celui des les Luniens ou les habitants de la Lune, Wraith, ont des cornes. Puis, vous savez, hein, mon penchant pour les petits détails, puis la nature en général. Puis je me suis questionné, qu'est-ce qui détermine la présence de ces cornes-là, puis surtout le type de cornes. Parce qu'on le voit, il y a quand même des cornes de tous les accabites là, dans ces personnages-là. Fait qu'au début, cette grande variété de formes-là, je me suis dit, le choix logique, c'est que tout ça est déterminé génétiquement. Hein? Donc, tu sais, les parents ont un enfant, puis les cornes ressemblent, l'enfant a des cornes similaires, comme les cheveux, là, chez nous. Je me suis dit, ça peut être ça. Mais rapidement, la théorie tombe parce que là, je nomme quelques personnages, mais on voit les parents de Marco, on peut le dire. Et puis, Bar, le père de Marco, lui, a des cornes un peu comme un impala. Hein? Oui. Assez longue. Et pas noire. La voiture. Non, pas la voiture. Ni le groupe. L'ongulé. Puis Clara, elle, la mère, a des cornes d'un chamois plutôt, là, une chèvre sauvage. Pas la guenille. Pas la guenille, non. Pour laver une voiture. Mais Marco, lui, a des... avec ton chamois. Ben non, vous n'avez pas votre Impala avec la mère de Marco. Mais lui, Marco a des cornes de mouflon. Fait que tout ça fait pas de sens. Là. Il n'est pas haut dans les choix aucunement. Fait que là, je me suis dit, est-ce que c'est vulgairement un choix esthétique? Je n'ose pas croire ça. Hein? Je ne peux pas croire que Brian Kevan a laissé ça au hasard de donner des cornes de cette façon-là. Fait que finalement, en me creusant la tête, j'ai décelé qu'il y a quand même un fort lien avec la personnalité du personnage et le type de corne, puis peut-être même son destin. Puis avant toute chose, il faut aussi dire qu'il y a probablement un dimorphisme sexuel. Hein? Les femmes là-dedans ont des cornes souvent plus minces, plus effilées que les hommes qui ont souvent des cornes plus imposantes, hein, plus massives. Puis je pense que le tempérament va beaucoup jouer là-dedans aussi. Les personnes qui sont plus douces, par exemple Hazel, la petite a des cornes assez fines de chèvre anglaise, tandis que Gwendoline, un personnage qu'on rencontre plus tard, lui, elle a plutôt des cornes d'antilope de nigo. Hein, qui sont plus massives. Fait qu'on voit vraiment qu'il y a peut-être une différence dans le tempérament. Dans le métier aussi, peut-être, Marco a des cornes assez volumineuses, puis on le sait que c'est un soldat. Fait que peut-être que ça a un lien là, versus des gens qui ont des métiers plus doux, qui ont des cornes plus effilées. Puis finalement, il y a aussi des cornes qui semblent être réservées, parce qu'on voit que les chamans chez les Luniens, c'est les seuls qui ont des cornes, par exemple, comme les chevreuils puis les
des orignaux, là, des râteliers de cornes. Là. Un panache, oui. Comparé aux autres qui ont peut-être plus, effectivement, des cornes. Puis on voit aussi apparaître des cornes plutôt de rhinocéros, là, très massifs. C'est souvent les gros gars, les personnes baraquées là, qui ont ce genre de... Fait que je me dis que dans tout ça, vu que le peuple des Luniens est assez traditionnaliste, puis flirte avec la magie, ben je me dis que quand l'enfant naît, lorsqu'on voit ses cornes, il doit y avoir une cérémonie quelconque qui décide, là, bon, ben voici, tu feras telle chose dans ta vie puisque tu as des cornes de tel type. Puis, si tu es une licorne, tu feras quelque chose de différent que si tu as des cornes de rhinocéros ou même un sublime panache de caribou. C'est vraiment la meilleure analyse sur les cornes de saga que j'ai jamais entendue de ma vie. C'est la seule aussi, mais ça serait digne d'une conférence, Olivier. Mais c'est malheureusement la seule, effectivement. J'ai fait un effort en aide de trouver quelque chose, puis il n'y a personne qui s'attendait à ça. Prochain Comic-Con. Non, mais c'est vrai, il faut que cette analyse-là survive à l'émission. C'est quand même très hot. Elle va être dans les mégabits de notre site Internet. Ouais, on a hâte de ta conférence « I'm horny for Saga ». Oh boy. Je peux y aller en deuxième. Mais pour moi, Saga, pour l'avoir relu, là, je pense que c'est vraiment... C'est comme Star Wars. C'est comme un Star Wars réaliste, dans le fond, et qui emprunte un peu au style de science-fiction toutes les choses qui pourraient, à la limite, pas être adaptées au cinéma ou dans une série. Cette série-là, par exemple, au cinéma ou à la télévision, dans une série, coûterait une fortune. On dirait que Brian K. Vaughan et Fiona Staples, ils mettent le paquet là-dedans pour que ça soit vraiment un comic, là, une bande dessinée. C'est fait pour être une BD. Ça, j'ai trouvé ça très hot. Ils ont aucune limite là. Dans cette série-là. Il y a zéro limite. Là. Ils font ce qu'ils veulent. Il y a des choses qui n'ont aucun bon sens. Ça peut être complètement ridicule, comme ça peut être très, très normal. Justement, des personnages qui ont des téléviseurs à la place de la tête. C'est complètement... c'est une idée tellement génial que on dirait que c'est juste c'est tellement bien tout ça est tellement bien défini là, que tu vois que c'est vraiment une œuvre. Puis je trouve ça intéressant que justement pas qu'il y ait eu le culot d'appeler ça saga, mais que en fait ça décrit tellement bien l'œuvre. Si ça s'était appelé, par exemple, je sais pas moi, Orange versus Wings ou un truc comme ça, j'ai comme l'impression que ça n'aurait pas eu peut-être la même portée. Mais je sais pas, le fait d'appeler ça saga, là, ça met tellement la table à tout ça. C'est tellement bon à relire. Je l'ai relu encore avec autant de plaisir. Les personnages sont super bien réalisés. Il y a tellement des punchs incroyables dans cette série-là. C'est toujours un plaisir. Puis c'est ça. Puis c'est tellement... comme c'est très réaliste, c'est basé vraiment sur des choses bien ordinaires. Là. C'est une famille qui fuit, une famille qui veut juste s'installer. C'est vraiment des trucs de base. Là. On dirait que justement, de prendre ce canevas-là qui est hyper réaliste et de le transposer dans un univers de science-fiction, là, ça permet de faire des choses incroyables. Puis c'est vraiment une réussite sur toute la ligne. C'est sûr que là, je relis jusqu'à la fin. Je vais continuer ma lecture à partir de demain matin. Puis cherchez-moi plus. Perdu dans Saga. Ouais. Je continue à partir du chapitre 24 jusqu'à la fin.
Et on ne m'arrêtera pas. Ben, je suis rendu là aussi, et ça me donne envie de continuer. Je n'étais plus sûre à un certain moment si j'allais continuer au-delà de ce que je devais, entre guillemets, faire pour l'émission. Mais finalement, à la fin du tome 4, je me suis dit, ben là, il faut continuer, on n'a pas le choix. François, tu parles de saga, tu sais, c'est Roméo et Juliette, là, à la base. Là. C'est un amour impossible de deux familles, deux clans qui se peuvent pas. On se cache derrière de la science-fiction, mais on l'a dit, là, très réaliste. Une histoire d'amour, finalement, entre plusieurs personnes. Donc, il y a le couple principal, mais il y a l'histoire de la famille. Et c'est des jeunes adultes qui doivent prendre leurs responsabilités. Tu sais, je pense qu'il y avait le choix entre faire un sitcom ou faire la BD Saga. Et finalement, ils ont choisi d'y aller avec Saga. Bien sûr, ça me plaît parce que les filles sont des badass dans tous les couples, d'ailleurs. Autant dans Marco, Alana. Alana, c'est elle qui veut se battre, qui a le caractère. Marco est du côté de la paix. Dans les parents de Marco aussi, c'est vraiment la mère qui, elle... a le côté batailleur. Dans le testament avec Gwendoline, bon, il n'y a pas vraiment un couple, là, mais il s'installe une certaine dynamique, disons-le ainsi. Le testament qui est The Will, pour ceux qui nous écoutent en anglais. Pour nos fans anglophones. Et c'est Gwendoline, vraiment, là, encore là, qui attaque. Et même chose pour le testament avec la traque, qui est son ex, finalement. Olivier, tu nous parlais des personnages qui sont vraiment soit très beaux, soit très dégoûtants. Les méchants ont l'air méchants. On ne se questionne pas quand quelqu'un arrive. On le voit dans sa face, dans son esthétique, dans sa face ou dans son corps, là, tout dépendant de comment il est dessiné, si il est gentil ou pas. On n'a pas besoin de chercher longtemps pour le savoir. Je trouve qu'il y a une bonne dose aussi de flashback pour nous raconter le passé, mais ça ne vient pas alourdir. Tout dépendant de ce qu'on lit, là, ça peut arriver qu'on fait une grande pause pour aller dans un flashback, on mélange les deux. En tout cas, dans les derniers épisodes, on a vraiment parlé de plusieurs méthodes qui ont été faites pour faire des flashbacks, alors que là, je trouve ça bien fait et sont au bon moment pour nous expliquer qu'est-ce qui s'en vient. T'sais, on ne fait pas 2 pas pour reculer, 1 pas en avant. Là. Je trouve que vraiment, il y a un bon dosage là-dedans. Moi aussi, j'avais commencé à le lire il y a déjà plusieurs années. J'avais oublié Sextillion, qui est la planète bordel, maison close. Ouais. Wow! Les hôtesses, faut les voir. Là. Oui, ça s'explique pas. Là. C'est une face sur des jambes. Puis là, je vous le dis comme ça, puis ça dit rien. Faut le voir, vraiment. Ça, c'est impressionnant. Et moi, j'ai aimé encore une fois les répliques et j'ai fait un top 5 des 5 meilleures phrases qui font mal à entendre, autant psychologiquement que physiquement, dans les 4 premiers tomes. Bien sûr. Donc, en position numéro 5, j'ai déjà vu une meute de ces choses arracher la colonne vertébrale d'un homme par son urètre. Ça me fait mal. En position 4, tu m'excuseras si je ne tiens pas compte des conseils sentimentaux d'une ado morte et sans vagin. On parle à Isabelle qui est une ado morte. La nanny morte. Fantôme, voilà. La nanny fantôme. En place numéro 3, les actes de Marco ont souillé le récit et disgracié le souvenir de chaque soldat ayant donné sa vie pour notre lune. Quand même, c'est pas rien. Ça joue dur. Ouais. Numéro 2, les seuls journalistes qui méritent de mourir sont les journalistes sportifs. Désolé Alain Crête. Désolé, mais ça. Et la première qui fait vraiment très mal, et ça vient de Sextillion d'ailleurs, rien ne pousse plus vite un homme vers de nouvelles chattes que de voir un enfant sortir de l'ancienne. Oui, j'ai mis ça tantôt. Alors, quand je parlais de jeunes adultes qui doivent prendre leurs responsabilités, on est quand même dans le ton aussi par rapport à ça. Mais oui, effectivement, Saga, là, c'est un incontournable. Là, Guillaume, je sais pas, je pense à ça vite. Je sais pas si tu allais en parler, mais je trouve aussi que c'est peut-être un peu ce qui fait aussi la réputation de la bande dessinée, c'est qu'on est beaucoup dans les codes modernes on joue beaucoup avec l'identité de genre, avec l'espèce de diversité sexuelle, puis un peu sont beaucoup dans le maintenant là, au niveau du progrès social. On est beaucoup là-dedans. Donc, c'est probablement aussi ce qui a fait la réputation puis le succès de la BD. Parce que justement, on est vraiment
aujourd'hui, là, si on veut. Socialement, on est en plein dans notre époque. Dans le duo principal, c'est Alana est plus noire, puis Marco, il a l'air un petit peu plus espagnol, un peu, dans ses traits plus latinos. D'ailleurs, j'avais vu que Brian Kevan avait dit... qui parlait avec Fiona Staples, il disait ce serait le fun que l'héroïne elle soit pas rousse, il y en a beaucoup dans les comic books. Fiona Staples, j'ai répondu pas obligée d'être blanche non plus là. Fait que elle l'a comme mis sévèrement dans les dents. Mais même je pense que la langue de Reed, c'est un mélange, je pense, de portugais, d'espagnol, puis de... En fait, François, c'est de l'espéranto. Oui. La langue bleue, là, ce que les Reed parlent, là, c'est effectivement de l'espéranto, qui est une langue inventée. Là. Ouais. Hashtag je parle bleu. Ouais. On l'a pas encore eu, celui-là. OK, vas-y, Guillaume, on t'a coupé la parole. Oui, c'est ça, c'est François c'est François qui m'a présenté la série. Je pense qu'il m'a vraiment juste dit quand il lit ça, c'est bon. Et il avait raison. Moi, ça, Il y a toujours le mot pour convaincre. Je me reconnais. Je suis vraiment tombé là-dedans, puis dès la première page, j'ai été accroché définitivement parce qu'il y en a qui décrivent que Saga, c'est Game of Thrones qui rencontre Star Wars. Ben non. C'est tellement pas rendre justice à la série parce que dès la première scène, c'est la naissance de Hazel et le plus gros conflit en ce moment, c'est Alana qui se demande si elle est en train de faire caca sur son mari. C'est complètement déjanté et ça n'arrête pas pour le reste de la série. Oui, c'est un space opéra, mais ça aurait pu être absolument n'importe quoi. Ça aurait pu être un western, ça aurait pu être du médiéval fantastique. Il aurait pu avoir des robots géants, ce qui est vraiment le moteur de la série. C'est pas son canevas, c'est pas son genre, c'est vraiment la relation entre les personnages principaux et les personnages en général. C'est un space opera, mais il y a quand même une scène qui se passe dans une maison de banlieue. Là. Oui. Oui. Avec des portraits de famille en arrière. Oui, une vraie maison de banlieue avec une madame de banlieue avec des cheveux rouges de madame de banlieue. Là. Et cette série-là est vraiment portée par ses personnages. La dernière offre que j'ai vue qui avait des personnages aussi forts, aussi caractérisés, c'est Firefly, que c'est aussi une autre série de science-fiction qui jouait beaucoup avec les genres. C'était une série télé que c'était un western / science-fiction qui, ça aussi, c'est devenu une série culte. Et les personnages sont tellement attachants. Il n'y a pas de blanc ni noir parce que oui, tu as les protagonistes qui sont sont bons, sont smart, sont gentils, mais ils ont tous un côté très sombre, ils ont tous des sévères lacunes et il n'y a pas de personnage là-dedans que tu peux dire que lui, c'est le méchant. Parce que oui, il y a des antagonistes, mais ils ont tous un côté qui va leur donner une petite rédemption, à part que quelqu'un franchit une ligne absolument abominable que vous n'êtes pas rendu là et vous allez être aussi furieux que moi. Et il y a tellement des flashs merveilleux là-dedans, comme on avait parlé de la gardienne fantôme, que c'est un des personnages que j'ai le plus aimé là-dedans. Il y a les robots, la monarchie des robots, que c'est des bonhommes avec des têtes de télévision, où c'est seulement la classe dirigeante qui est en couleur. T'as comme les gueux qui sont en noir et blanc. Un petit peu plus loin, c'est pas un gros spoiler, mais Alana se fait comme pour gagner sa vie, elle devient comme dans une ligue de lutte, où est-ce que la lutte, on dit que c'est des soap opéras en collant, mais là, c'est vraiment des soap opéras en collant, où est-ce que t'as comme quelqu'un qui négocie son augmentation de salaire, puis mais habillé en lutteur. Tout est bon, puis c'est rare que, oui, il y a des punchs incroyables, je peux rien spoiler, mais il y a une couple de fois où est-ce qu'il a vraiment fallu que je m'arrête en me disant, il vient-tu vraiment juste de se passer ça? Et il y a plusieurs coups qu'on se fait donner d'un rein en lisant ça, et
Puis oui, c'est progressiste. Les sujets abordés, c'est rare qu'on voit ça. Ben, on voit ça quand même de plus en plus souvent. Tu sais, on parle beaucoup de diversité sexuelle. Plus tard, on va parler d'avortement. On parle de drogue. Juste les situations familiales où est-ce qu'il y a des difficultés dans les couples. C'est tellement dense, cette série-là. J'ai rien vu de tel. J'en parle depuis trop longtemps, mais je capote sur cette série-là. Ça n'a juste pas de bon sens. C'est un incontournable. Rien de moins. Et là, on a parlé au début de l'épisode que c'était paru chez Image Comics. Et si, un peu comme moi, vous avez lu beaucoup de comics quand vous étiez jeune et que vous en avez lu beaucoup moins par après, Image Comics, on n'est plus dans les personnages de Rob Liefeld avec pas de pied. Ouais. Là, Image Comics, c'est vraiment réinventé. Là. À peu près toutes les bonnes séries de comics américains en ce moment. Les meilleures sont toutes là. Saga, il y a Low, il y a... Olivier, t'en as... Chou. Après ça, Paper Girl, qu'on a parlé tout à l'heure aussi, là, à mon avis, c'était une très bonne série. Là. Sinon, Why the Last Man, c'était là aussi, je pense. Non, Why the Last Man, c'était chez Vertigo. Okay. Invincible, je pense. Invincible, c'est Vertigo aussi. Ah, ça se peut. Moi, j'aime beaucoup Scotty Young, là, qui fait une série assez décalée là, qui s'appelle I Hate Fairyland, qui est là aussi. Là, mais en tout cas, il y a vraiment plein de trucs là, chez Image, là, effectivement. Ils n'ont rien d'autobiographique écrit à la première personne? Pas bien. Ça me semblait aussi. C'est pour ça que ça me dit rien. En fait, c'est comme si tous les meilleurs auteurs de bandes dessinées américains, de comics américains, lâchaient leur fou chez Image Comics puis ils faisaient à peu près ce qu'ils voulaient. Là. Oui, Invincible. C'est Image Comics, Invincible. Image Comics, c'est très creator-oriented. Walking Dead. C'est vraiment aussi. Là, pour effectivement laisser place à la création de ces gens-là qui sont souvent des gens d'expérience, mais qui vont aller ailleurs dans cette marque-là. Là. On a gardé l'esprit de Spawn et de Savage Dragon, mais on n'est plus là trop. Bien là. différent, ouais. Tu parlais, Tania, tantôt aussi de la temporalité de cette série-là. Puis il faut dire qu'il y a un narrateur là, qui est comme omniscient, mais en fait, on comprend assez vite que c'est Hazel, là, la narratrice de cette histoire-là, qui est comme très loin dans le temps, puis qui semble revenir sur son passé. Là, puis ça a une force aussi là-dedans. Puis ça permet aussi de beaucoup jouer dans le temps, effectivement. Puis c'est assez coquille de partir avec un personnage, puis que déjà, elle soit là, qu'elle compte son histoire. Tu sais, là, En tout cas, on sait qu'elle meurt pas. Ou peut-être. Ou pas, mais en fait, on sait pas, en fait. Mais... Oui, parce qu'il y a un fantôme quand même qui est vivant, qui est là. Non, mais c'est quand même effectivement intéressant comme procédé. Là. Et un truc que j'ai noté, je n'ai pas parlé tantôt, mais moi, il y a un truc, à chaque fois, ça me fait, je trouve ça extraordinaire, c'est que malgré tous les personnages, justement, les personnages avec des télés puis tout ça, des fois, il y a des personnages qui sont juste des ours ou des crocodiles. Des crocodiles, oui. Tu sais, dans un hôpital, les nurses, c'est des crocodiles, mais ils sont limite dessinés cartoon. Mm-hmm. Je trouve ça tellement hot. Tu sais, juste des crocodiles, mais ordinaires. Ils n'ont pas rien d'autre. C'est pas des crocodiles avec des tentacules, puis c'est vraiment juste des crocodiles. Ça, c'est parfait. Sinon, on a parlé quand même beaucoup. On a fait notre tour de parole. Et maintenant, c'est le temps de passer à la section, si on veut, scientifique de l'émission, qui est la section à la recherche du Tintin perdu, avec notre quiz des personnages. Donc, on va prendre les personnages les plus importants de l'univers de Tintin et un autre moins important, et on va essayer de leur trouver un parallèle dans la BD Saga. Et évidemment, qui dit scientifique dit chiffre. Et à la fin de l'émission, tout le monde va donner un chiffre qui est un taux Tintin, donc une note sur 100 qu'on va reporter dans un taux total Tintin qu'on va transformer en graphique, en pointe de tarte Tintin. Et si vous suivez l'émission depuis quelques années, vous savez que d'habitude, on utilise pour compter un goniomètre qui, Guillaume, un goniomètre, ça fait? C'est la mesure des gonios. C'est la mesure des gonios. Donc, nous, on comptait tout en gonios. Là, malheureusement, on n'a pas notre goniomètre avec nous pendant le confinement. Donc, on convertit en Tintin. Et si vous avez un goniomètre à la maison, c'est très simple. Un Tintin, c'est 1,33 gonios. Donc, vous pouvez faire le calcul
chez vous, dans le confort de votre foyer. On rappelle que le taux total de Tintin qu'on va décerner à la fin de l'émission, c'est absolument pas un gage de qualité. Ce n'est pas une note sur si on a aimé ça ou pas. C'est juste une note de parallèle avec Tintin. Donc, est-ce que c'est une bonne alternative? Est-ce qu'on peut remplacer Tintin par Saga? Mais donc, si la note est très, très basse, ça ne veut pas dire que Saga, c'est pas bon, parce que il me semble que ça fait une demi-heure qu'on fait juste dire que c'est la meilleure affaire au monde. Ça serait bizarre. Ça serait un peu bizarre. Êtes-vous prêts? Allez-y, comme vous le sentez. Oui. Ouais. Bien sûr. Le meilleur Tintin. Moi, je me lance, je dis que c'est Hazel, la fille, la petite fille. Je dirais que c'est elle qui a le cœur le plus pur, là, peut-être plus ingénu aussi. Puis, en tout cas, j'avais de la misère à placer Tintin dans le couple. Là. Ben moi, je disais que c'était le couple. Tintin, oui, c'est à la fois Marco et Alana. Parce que justement, Alana est peut-être plus le côté de Tintin là, qui se lance dans les défis sans trop y penser. Alors que Marco, lui, est peut-être plus un peu plus la prudence. Il y a un peu les deux parties de Tintin là-dedans, je trouve. Oui, puis c'est mentionné assez souvent que Marco et Alana, quand ils sont ensemble, c'est là qu'ils ressortent leur meilleur côté. Fait que oui, je dirais que le Tintin, c'est le couple Marco-Alana. Ouais, j'avais mis juste Marco, mais c'est vrai que Marco, il est comme juste teint. Oui. Mais lequel des deux? Lequel des deux teints? Ben, c'est ça la beauté. Ah oui, hein? La beauté. Meilleur capitaine ad hoc. Mais là, j'avais mis Alana. Vu que mon Marco était mon Tintin, je mettais Alana pour surtout son côté bagarreur, sa tendance colérique aussi. Là. Tu sais, elle se pompe assez rapidement. Elle tombe, on parlait de drogue, là, trop tard, je l'ai dit, c'est elle qui tombe un peu là-dedans. Haddock a son vice aussi avec la boisson, le whisky. Fait que c'est ça. Le parallèle se tient plus que Marco avec Tintin pour Alana et Haddock. Sinon, il y a Clara, la mère de Marco, qui elle aussi, côté colérique, bourru. En même temps, le capitaine Haddock, c'est le mentor un peu de Tintin. Donc, Clara qui est un peu le mentor de Marco. Là. Mm-hmm. Bizarrement, moi, j'ai mis Marco et Alana quand ils sont pas ensemble. Parce que parce que les deux, ils tombent vraiment dans leur vice. Et Marco, oui, c'est un pacifiste, mais quand il se retrouve tout seul, il devient très violent. Il tombe vite dans la baston, puis il niaise pas avec la POC quand il se bat. Puis Alana, comme c'était mentionné, elle est un petit peu plus délinquante, fait qu'elle tombe vraiment dans des problèmes de consommation et ainsi de suite. Fait que c'est un couple qui a vraiment besoin d'être ensemble pour être fonctionnel. Oui. Olivier, tu n'as rien d'autre à ajouter? Moi, j'avais Alana aussi pour son côté bourru, là, mais j'avais pas vu la twist du couple, là, puis effectivement, ça me rejoint plus. Là. Ça fait quand même beaucoup de sens. Ouais. Meilleur tournesol? Allez-y. Oswald, c'est l'écrivain, dont on n'a pas parlé encore parce qu'il y a tellement d'affaires que... Mais oui, il y a un écrivain un peu... un écrivain de romans très, très, très à l'eau de rose, mais qui cache qu'il y a un sous-texte à ces romans. Oui, toute la série a été déclenchée par, en gros, un roman harlequin. Oui. Ben, moi, j'avais mis Isabelle, parce qu'elle est quand même plus présente qu'un personnage qui est de passage, un peu comme l'écrivain, quoique justement, il est dans l'élément déclencheur, parce que... elle est comme... moi, Tournesol, je le vois tout le temps comme la personne qui a des connaissances que les autres n'ont pas. Et Isabelle, elle connaît le terrain. Fait que c'est ça. Oui. C'est mon parallèle. Beaucoup de vécu, c'est ça. C'est la gardienne / fantôme / conseillère en lactation de la série. Et en vaisseau. Un peu comme Tournesol. Oui, exact. Oui. Moi, j'avais mis le prince Robocat, même si c'est pas... fait
pas partie de l'équipe, en tout cas, on ne s'attendra pas sur le sujet, là, mais ces robots-là, c'est surtout lui qui est un peu comme détraqué, un peu à côté de la plaque, puis qui sont pleins de surprises, hein, ces robots-là, et leur partie de leur corps se transforme de temps en temps. Puis, il est en choc post-traumatique pour une bonne partie de la série. Oui. Un peu comme Tournesol, qui est toujours un peu en choc post-traumatique. C'est ça, ouais, c'est son côté décalé puis surprenant là, qui m'avait amené vers ça. C'est tellement un personnage merveilleux, mais c'est un bonhomme avec une tête de TV. Là. Il est complexe, sérieusement. Là. Oui. Puis il y a tellement des affaires bizarres qui se ramassent sur cette TV-là. Ah oui. Émotionnellement, c'est une grosse période. Oh oui, non, il vit de quoi, là? Pauvre robot. Ouais. Meilleur Milou. Moi, j'en ai une coupe. Moi, j'avais le chat détecteur de mensonges. Le Lying Cat, ouais. Chat mensonge, qu'on l'appelle. Chat mensonge en français. C'est peut-être mon personnage préféré de la série, le Lying Cat. Vraiment, là. Il est hot, Lying Cat. Ah ouais, moi, c'est mon Milou, là. Parce qu'il est vraiment là, tu sais, puis il parle et il dit rien qu'un mot. Ouais. Oui. Il n'y a rien. Mais moi, j'avais Isabelle dans Milou. C'était mon deuxième Milou, effectivement. Ouais, parce que Milou. Oui, quand même. Parce que justement, c'est la protectrice. C'est celle. C'est un peu celle, un peu la gardienne. La gardienne du bien, du bien de tous. Mm-hmm. Donc, je la voyais un peu en tant que Milou, là. Mais tout respect. Elle a 4 pattes de moins que Milou. Oui, ouais. Mais elle a beaucoup plus d'intestins. Oui. Sinon, on a aussi Sweet Boy, un super beau chien rouge et noir qui tire des dards tranquillisants. C'est comme c'est Belle et Sébastien, mais dans l'espace. C'est ça. C'est un super beau chien, mais il est dangereux. Et il y a aussi Friendo, le très gros morse, très menstrué. C'est Amigo en français qui s'appelle. Amigo. J'ai retrouvé, c'est ça, Amigo. Ouais. Tu dis très gros morse, là, puis ça donne même pas toute l'ampleur de la bête. Là. Qui est très gros. Il est plus gros que le très, très gros objet. Sinon, on aurait la meilleure Castafiore. Moi, j'avais mis... Vas-y. Non, vas-y, Olivier. Gwendoline. Moi, j'ai mis Gwendoline pour son passé amoureux. Là. Tout à fait d'accord. Puis je trouve que c'est un personnage intéressant. Puis au fil du temps aussi, on apprend à la connaître. Là, ça fait partie de ces femmes badass là, de la série. Là. Oui, je suis assez d'accord. J'avais mis l'auteur, là, que j'ai jamais été capable de prononcer son nom. Oswald. D. Oswald Heist, qui est sûrement... Ça doit être un anagramme, je peux pas croire. Ça a trop l'air d'un nom qui est un anagramme. Oui, ça se peut. Son nom de plume. Parce que c'est un artiste, parce qu'il y a un certain intérêt amoureux aussi à un certain moment avec quelqu'un d'autre que je mentionnerai pas. C'était pas mal ça, là. Ce qui fait la quétaine, comme la question. Ah ben oui. Oui, c'est bon. Oui, il y a aussi Petricor qu'on voit plus tard, là, et que je peux pas mentionner pour plusieurs raisons, encore une fois. Le meilleur Dupont. Il y a, comment ils s'appellent, les deux journalistes, là, Upshur et Duff. Oui, c'est ce que j'ai lu aussi. Les journalistes de la presse à scandale. Ouais. Mm-hmm. Le Daily Hebdomodal. L'hebdomodal en français. Que oui, c'est des... On peut pas dire que c'est des clowns parce qu'il y a quand même une twist tragique dans leur histoire, là, mais c'est ce qui est plus un duo un peu d'enquêteurs qui poursuit les protagonistes. Là. C'est un peu comique, là, leur situation. Jusqu'à ce que pas. Oui. Beaucoup de choses dans cette série-là sont drôles jusqu'à ce que pas. Hein? Ouais. Dont la série. Oui. Meilleur Rastapopoulos. Là, c'est difficile parce que Rastapopoulos, il est très manichéen, là, il est très noir et blanc. Là. Moi, vu que cette série-là porte un conflit là, entre deux planètes qui dure depuis des générations, puis c'est même exporté ailleurs, tout ça dans la plus grande incompréhension, j'ose encore dire que le Rastapopoulos, c'est le concept du manque de communication. Merci, Olivier. C'est la première fois que c'est quelqu'un d'autre que moi qui le sort. Je pense que oui. Je suis vraiment honoré. Le concept abstrait du manque de communication. Oui. Oui, ça aurait été beaucoup plus facile si on s'était parlé. Et je suis entièrement d'accord. Oui, c'est vrai. La guerre.
La guerre. Le concept abstrait de la guerre. Ben, c'est pas abstrait. Les gens meurent pour vrai. OK. Le concept très réel de la guerre est mon Rastapopoulos. Mais c'est là qu'on voit aussi que dans la série, les méchants, on leur trouve quand même des qualités. Tu sais. C'est complexe. C'est très ça, puis complexe. il y en a beaucoup qui sont méchants à divers degrés. Tu sais, on aura quand même plus de frères Loiseau, je pense, mais il y a l'agent Gale que je trouvais qu'il n'est pas tout le temps là. C'est comme pas lui le cerveau non plus des méchants. Lui, c'est un ratoureux, là. Mais c'est ça, tu sais. Fait que lui, je le mettais là, à part mes concepts. Mais justement, lui, c'est plus l'agent Gale, il est plus c'est un agent secret. Là, fait que, il est toujours un peu dans la déception, là, le mot, la version à l'anglaise du mot. Là, il essaie toujours un peu de jouer tout le monde les uns contre les autres. Ben justement, on a un meilleur frère Loiseau, les méchants de seconde zone. Ben moi, j'ai mis les armées, là, les soldats respectifs de Wrath et Landfall. Là, souvent, quand ils sont là, ben, on s'en sort quand même assez bien. Oui, ça, j'avais rien de très précis là-dessus, moi aussi, parce que justement, les autres méchants, tu sais, comme The Will, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ça reste un des personnages principaux de la série, puis on l'a à peine effleuré. Mais on pourrait dire que c'est un méchant, mais c'est pas un méchant non plus. C'est un méchant, mais il est comme trop smart pour être un méchant. On s'en reparle, François. OK. Moi, je le mettais dans les frères Loiseau, mais j'ai envie d'en reparler plus loin. Je me souviens dans ma première lecture là, de la période où il devient, quand il est guéri. Là, Quoi, il guérit? Oui, il guérit. Ben, il y a quelqu'un à un moment donné qui est malade, puis il n'est plus malade. Ça, c'est pas un gros spoiler, là, mais. Enfin. Ouais. Mais tu sais, au début de la série, c'est quand même un personnage quand même attachant. Il fait quand même si c'est un méchant, il fait quand même les bonnes choses. Oui. Fait que je peux pas vraiment je dirais le que les soldats anonymes des deux clans, c'est pas mal les frères Loiseau. Il y a aussi une famille de centaures sur la planète de l'avortement, ce qui est une phrase que je pensais jamais dire de ma vie avant, qui fit vraiment dans ces méchants qui se font enfiroiper assez rapidement. Ouais, sinon, il y a peut-être. Non, je le mettrai, je vais le mettre après. Pas ce personnage. OK. On peut passer à l'autre. Justement, meilleur Irma, personnage féminin qui mériterait un meilleur sort. La Toubib Gerbille. Oui! Parce qu'en français, quand ils l'appellent, ils disent Toubib. Ils l'appellent comme ça. On la voit de 3 cases. Oh mon Dieu! Elle mérite un meilleur sort. Vraiment! Un bon personnage, Gerbille ou hamster, peu importe. Médecin qui est sur le bord de décrocher un emploi à qui arrivera un sort funeste. un destin extrêmement tragique. Et Seigneur, on la voit pas. On a le temps de s'accrocher. On la voit comme 4 cases. Puis on est comme, un beau perso. Là, on vous dit tout de suite, si vous lisez la série puis vous voyez justement une gerboise hamster, prenez-vous pas trop d'affection pour lui. Elle. Il arrive une bad luck parce qu'on n'a pas fourni des masques aux spécialistes de la santé. Ça nous dit-tu quelque chose, ça? Oh oui. Est-ce que tout est dans tout? C'est tellement vrai. C'est tellement ça. Wow. Meilleur, mais j'hésite, là. J'hésitais tantôt, puis j'hésite encore. Yuma ou Yurma, comment s'appelle la Madame Buisson, là? Ouais, Yuma. Ouais. La madame. C'est Madame Buisson, ouais. Bon mais cœur, on peut-tu la. Ouais, mais en même temps. Ouais. En même non, temps. Elle ne mérite pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Moi, j'avais Clara, la mère de Marco, qui, en tout cas, elle peut être mieux, là. Mais il y a de Stark aussi, ou la traque. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, de Stark. C'était mon deuxième choix. Je suis d'accord. Et d'une certaine façon, Isabelle, elle dure plus longtemps dans les séries après sa mort, mais elle est quand même morte, là. Elle aurait pu pas mourir. En pilant sur une mine antipersonnelle. Oui, c'est ça. C'est le personnage le plus attachant à qui on voit une plaie béante qui prive de ses jambes. Meilleur Zorino. Bon, moi, j'ai mis Sophie, qui s'appelle Slave Girl. Sophie, Slave Girl. Fille esclave. Je ne sais pas comment on dit en français. C'est juste l'esclave. L'esclave. Ouais. Obligé de dire que c'est une fille, hein, on le sait.
Oui, Mais elle, dans ce cas-là, il fallait qu'elle s'en aille. Oui, oui. On se posait pas la question. C'est vrai. Il y a Hazel, disons-le. Ouais, Ça aussi. fit dans le domaine de l'enfant. Et vu qu'il n'est pas encore tout à fait importante dans la à part que c'est le moteur de la série, mais c'est plus un personnage à protéger plutôt qu'une protagoniste en bonne et due forme. Sinon, le meilleur Séraphin Lampion. Il y avait l'agent Gale. Ouais, moi aussi, j'avais ça. Ouais. Tout à fait. Ouais. C'est vraiment son rôle être casse-couille. Ouais. Il y a Gwendoline aussi. Que je dirais pas sa relation entre les personnages, mais elle est quand même un peu chiante. Yuma est une saveur casse-pied. Il y a bien des choses qui seraient mieux passées si c'était pas de elle. C'est pas faux. Ben, au début, moi, j'avais mis Clara, la mère de Marco, mais finalement, ça se replace. Là. Fait que C'est je l'ai Clara ou enlevé. Carla? Carla, peu importe. Madame. C'est Clara. Moi, j'avais noté Clara, là. Ouais. Moi, j'ai redit ce qu'Olivier avait dit. OK, c'est bon. Mais c'est ça, on est loin des stéréotypes de la BD franco-belge des personnages. Assez. Mais on est quand même pas si pire. Hein. Mm-hmm. Mais je pense que c'est la première fois où le spectre est tellement large. Là, tu vois, on a pris tellement de personnages pour toutes les Il y a catégories. beaucoup de personnages aussi. Là. Hey, puis on n'a même pas fini. Ouais. Mais non. Meilleure boucherie sans eau, meilleur commerce. Moi, j'ai le Brio Talent Agency, qui est l'agence des tueurs l'agence de tueurs à primes. gages, de chasseurs de primes. C'est hot, Les ça. indépendants. Ouais. Les tueurs à gages qui ont des agents, c'est fou raide. Moi, j'ai mis Sextillion, la Oui, planète Sextillion. bordel. Oui. C'est malheureusement un commerce. Très lucratif. Moi, Ouais, je oui. vais pour Sextillion. Oui, Sextillion, Yeah! all the way. Bravo. Mm-hmm. On leur souhaite tout le bonheur. Meilleur goniomètre, meilleur objet. Moi, j'ai le jeu de. T'as peu, j'ai de Nun Touj Nun. Comment? Le jeu de Nun Touj Nun. Ouais, Qui joue dans la maison de l'eau dans le phare. Là, dans C'est la un maison jeu de qu'on l'auteur. gagne à pas prononcer. Je sais bien, mais c'est ça le nom. Moi, j'avais mis les anneaux de traduction. Les anneaux là. traducteurs, Ouais, moi ouais. aussi, Tu j'ai sais, ça. une bague que tu mets puis que tu comprends tout le monde puis que tout le monde te comprend, c'est quand même. C'est assez Pas pratique. pire. Il y a le vaisseau végétal, là, qui Oui. est comme une plante qui sort de vaisseau spatial. Et c'est tellement cool comme concept. Je vais me rouler à terre et pleurer. En français, c'est quoi, Tania, le rocket ship? Ben, le vaisseau. C'est juste ça? Ben, je sais pas. J'ai pas porté attention. OK. L'arbre vaisseau, là. Arbre. Puis il y a aussi le livre A Nighttime Smoke de D. Oswald Ice, qui est l'élément déclencheur de toute la série quand on y pense. Ouais. Et pour terminer, le meilleur Michel, personnage qu'on voit pas beaucoup, mais qui a vraiment trop de charisme, qui, on le rappelle, est basé sur Michel, l'ingénieur de la fusée dans Objectif Lune, qui n'a pas été dessiné par Hergé sensiblement. Parce que Et c'est il tout est trop qu'un beau morceau. bonhomme. Ouais. Mais là, j'ai peur que. Parce que j'ai pas lu le tome 5, mais il me semble qu'il est comme sur une page couverture. Fait que je pense qu'on le voit plus, mais jusqu'au tome 4, on voit pas beaucoup le Blanchon berger sur Quietus qui s'appelle Gus. Gus, ouais. Gus. Ouais. Ouais, Gus. Fait que, il est vraiment beau. Il est Oh, grand il est adorable. vieux. Il est vraiment cute. Puis Oui, je on le l'ai voit mis pas aussi. beaucoup. C'est Bibi Fuck. Mais on le revoit-tu plus après? Oui, mais on t'a oui. dit, ouais, mais oui, Ok. arrêtons cette discussion maintenant. Oh, est il meurt important tellement, adjacent. c'est sûr qu'il meurt. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai mis qu'on voit dans le tome 2, on le voit une seule case, c'est The March, le tueur à gages qui ressemble vaguement à Mr. T. Hein, qui a Oui. Un mohawk. un mohawk puis une grosse immense moustache. là. Il est extraordinaire, ce personnage-là. Oh, yeah. Moi, j'ai mis Fard, le géant au très gros sac. On le voit sur une scène, mais il est over the top. Là. Tu sais, il se canse son dialogue avec tant de conviction. On s'y attache rapidement. Ouais. On le voit d'ailleurs ce dans. personnage-là.
dans les sketchs à la fin, il y a comme des visuels là, supplémentaires, puis il y a des dédicaces il y en a, c'était pas le fait, puis il y en a un, c'est ce personnage-là, mais avec une paire de boxeurs, pour pour y cacher le visible. Puis même ça, réussit pas à cacher toute son intimité. Mais il y a aussi justement l'agent qui est quand même. Ouais, il y a tout un look, c'est un hippocampe jaune avec un suit rose. Ah oui, Il y a quand même tout un look. Oui, je t'avais mis comme Séraphin Lampion aussi, puis Gale des services secrets aussi, j'avais oublié de le mentionner. Là. Mais côté charisme, je pense qu'il n'y a personne qui accote le roi des robots. Ah, le roi des robots. La avec plus son grosse écran TV. plasma 52 pouces. Quel bon punch. On le dira pas, on arrête ça là, parce que c'est le meilleur punch de tous les temps. Ah ouais. Hey, ça fait le tour. On a eu du stock cette fois-là. Ouais. C'est riche en matériel. Très riche. Oh my God. Et pour rendre ça scientifique, on va tous se donner une note sur 100 qui sera le taux Tintin, le taux total Tintin final pour Saga. On commence, allez-y comme vous voulez, pendant que j'ouvre ma calculatrice. On dirait que je le fais à chaque semaine, puis je me dis, je devrais peut-être le faire avant. Elle refermerait de toute façon. Mais là, moi, je donne 3. Sérieusement, là, on n'était même pas capable de déterminer un clair Tintin. C'est même pas sur le même format. On raconte une histoire en continu avec des flashbacks. Et c'est pas nécessairement, tu sais, il n'y a pas de valeur de famille. Tintin, on connaît personne de sa famille, là, à part un lointain, quelque chose, là, tu sais. Fait que, non, 3. 3 parce que il y a de la bande dessinée puis il y a un duo. Oui. Pour les cases, je donne. C'est en même pas raison de la cases. présence des cases. Ouais, c'est ça. Je donne 3 moi, parce que c'est ça. pour l'aventure, pour la géopolitique qui est un peu importante, la brochette de personnages diversifiés, mais effectivement, le ton qui est beaucoup plus du feuilleton puis qui est vraiment très différent. Puis, là, ça arrête les similitudes. Là, j'ai donné 9 Tintins. Moi, j'avais un 20 Tintin. Un peu pour les mêmes raisons, justement. J'ai essayé de creuser. Justement, j'avais aussi l'idée de la géopolitique, là, de toutes ces choses-là. Mais on est tellement loin. On est tellement loin de l'univers de la BD, classique là, qu'on connaît. Les personnages sont tellement plus élaborés. C'est vraiment c'est quasiment l'anti-Tintin. Là. Ben là, l'anti, mais tu donnes 20. Ben, c'est pas beaucoup, 20. Mais il a dit quasiment 20 sur 100, là. Ben, à l'école, 20 sur 100, là. Tu doutes ton année, là. En tout cas. En tout cas. Mais Tania, 20 une sur chance, 100, là, c'est une rien. moyenne. Là. Ben oui. Mais Guillaume va sûrement donner 95, là. T'es-tu fou, toi? Le personnage masculin principal de la série a une blonde, un enfant. Les femmes ont du dialogue et sont importantes dans l'histoire. Un Tintin parce que je peux pas arrondir en décimale. Yes! Wow! Ce qui nous donne un 8 Tintins. 8 Tintins au final. C'est un record de pas de Tintin? De non-Tintin? Je pense que oui. Il faudrait que j'aille voir dans mes notes, mais je crois que oui. Je pense qu'on atteint des sommets de pas Tintin. Imagine si quelqu'un n'avait pas donné un générosissime 20 Tintins. C'est tellement beaucoup 20. Hey, là, je me ferais pas de Tintin chez May, là. Alors, j'ai quand même donné 85 Tintins à Far Out. Là. Oui, regardez une il y a une histoire de cowboy robot, puis l'autre, il donne 78. C'est comme Tintin en Amérique. Ça serait pas arrivé si on avait eu un goniomètre, ça je peux le dire. Par exemple. Ben oui, ça serait beaucoup plus précis. Ouais. C'est comme Tintin en Amérique, à peu de choses près, si peu de choses près voulait dire à toutes les choses près. Presque, là. Je viens d'aller voir et on bat un record parce que la saison dernière, lors de la saison estivale, c'est V for Vendetta qui avait eu le moins haut taux total Tintin avec un 14. Oh, et là, quand même, on le bat bien, là. Ah, c'est de ma faute avec mon gros 20 Tintins. Ton démesuré 20 Tintins. C'est incroyable, je pense, pour le gars qui n'a rien compris. Non, mais 20 Tintins, c'est pas beaucoup, là.
Mais non, effectivement. Mais je voulais être smart, là. On n'est pas là pour être smart, on est là pour être sérieux. De toute façon, on le dit, hein, que c'est basé sur des critères parfois flous et... c'est quoi? Flou et quoi? Aléatoire. Aléatoire, oui, c'est vrai. Donc, hein, c'est ça. Donc voilà, 8,25 Tintin pour Saga. C'est un nouveau record de pas de record. Mais ça se dit, c'est une alternative c'est pas une alternative à Tintin, mais c'est quand même un choix judicieux là, comme BD. Oui, je pense que on a fait l'apologie de ça déjà assez. Là. Oui, je pense qu'il faut que tout le monde lise Saga. Que ce soit, on rappelle que si vous êtes en confinement comme nous, que vous pouvez le lire gratuitement avec le mois gratuit sur Isneo. En français. En français. Vous pouvez également le lire gratuitement en version comique sur Hoopla, Hoopla, à condition d'avoir une carte de bibliothèque de BANQ, de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, c'est gratuit pour tous les citoyens du Québec. Et vous pouvez également l'acheter sur leslibraires.ca. 9 volumes individuels ou un très gros objet. Le très, très gros objet, le compendium qu'on vous recommande, qui est très, très gros et qui fait un trou dans le plancher quand on l'échappe par terre. Ce que j'ai fait, et j'ai tout brisé ma couverture, c'est très dommage. La semaine prochaine, on n'a pas encore déterminé le sujet de l'épisode. Surprise! Ce sera une BD moins bonne que la BD qu'on a mentionnée cette semaine. Il y a des chances. Mettons qu'on a fait fort ce soir. Donc, vous pouvez quand même réécouter tous les épisodes en balado sur Apple et Google. Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook. Allez cliquer j'aime sur notre page Facebook RGCKRL ou E égale RG2. Et également en balado, si vous voulez donner une note de 5, on ne dira pas non. Paraît-il que ça aide au référencement sur Apple et Google, mais tout le monde n'a pas l'air d'être trop sûr de ce que ça fait vraiment. Et vous pouvez également nous rejoindre sur Twitter, sur notre nouveau compte Twitter ERG2. Également sur Twitter et Instagram avec le hashtag Matraquemol. C'est le meilleur moyen de nous rejoindre. Donc voilà, nous, on vous donne rendez-vous sûrement la semaine prochaine, ou du moins très bientôt. Mon nom est François Anger, avec ce soir Tania Beaumont. Bye! Guillaume Plante. Bye bye. Olivier Morissette. Merci, bye! Alors, prenez soin de vous, lisez des BD, lavez-vous les mains, et on se revoit très bientôt.